Fondelat. Voici la plus incroyable des aventures humaines de tous les temps. L'histoire des survivants de la cordillère des Andes. En 1972, leur avion s'écrase dans la montagne. Ils survivent 2 mois et demi en mangeant les cadavres. Une histoire que je tire du livre de l'un des survivants, Nando Parrado, Miracle dans les Andes, que vous trouverez au livre de poche. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fondelat. Le jeudi 12 octobre 1972, un avion décolle de Montevideo, la capitale de l'Uruguay, en direction de Santiago du Chili. C'est un avion militaire, un Fairchild FH-227. Il appartient aux forces armées uruguayennes. Et entre nous, c'est le pire des avions de la Terre. Oh là là, un cul de plomb, comme on dit. Tellement lourd qu'il a toujours du mal à décoller. Aujourd'hui, ce ne sont pas des militaires qu'ils transportent. C'est une équipe de rugby qui a affrété cet avion. Des rugbymen vétérans uruguayens, les Old Christians, qui vont disputer un tournoi au Chili. Ils ont eu le droit d'emmener quelques-uns de leurs proches. 45 passagers en tout. Parmi eux, laissez-moi vous présenter tout de suite l'un des héros de cette histoire. Fernando Parrado, que tout le monde appelle Nando. C'est l'un des joueurs de l'équipe de rugby et il a emmené avec lui sa maman, Eugenia, et sa sœur Susana. Normalement, ils seront à Santiago du Chili ce soir. Mais assez vite, l'avion rencontre un problème météo. Vol 571, déroutez-vous sur Mendoza. Le Fairchild se pose donc à Mendoza, en Argentine. Un contretemps, rien de grave. Tout le monde descend et va pour une nuit à Mendoza. L'avion redécolle le lendemain matin. Il reste juste à traverser la cordillère des Andes. Et derrière se trouve Santiago du Chili. Le pilote, Julio Ferradas, sait très bien que passer la muraille des Andes, c'est délicat. C'est un militaire. Il a 2900 heures de vol à son actif. Il sait qu'au-dessus des Andes se nichent des tempêtes très violentes, avec des vents redoutables et des masses nuageuses très compactes. C'est pour ça que sur son plan de vol, il a prévu de contourner les Andes. Il va d'abord descendre vers le sud en longeant les montagnes d'Argentine, et puis virer à droite à la hauteur du col du Planchón pour entrer dans l'espace aérien chilien. Et ensuite, il remontera vers le nord, toujours en suivant les montagnes côté chilien, jusqu'à Santiago du Chili. Mais quand l'avion s'engage vers le sud, en longeant la cordillère, il entre tout de suite dans une épaisse couche de nuages. Et les avions à l'époque n'ont pas les équipements d'aujourd'hui. Et il vire à droite beaucoup trop tôt, bien avant le col du Planchón. Et il va droit vers la montagne, vers la cordillère des Andes, vers le plus dangereux des massifs montagneux du globe. Et avec son cul de plomb, il ne peut pas passer. Mais pour l'instant, il n'en sait rien. Lui et son copilote n'ont pas réalisé, et les passagers non plus d'ailleurs. Dans la cabine, ça rigole, ça discute. Il y en a même qui s'envoient un ballon de rugby d'un bout à l'autre de l'avion. Et puis d'un coup, il y a des turbulences. Et là, par le hublot, les passagers voient la cordillère, très proche, trop proche, beaucoup trop proche. On va se cracher, putain! On va se cracher! Et dans le poste de pilotage, Julio Ferradas tire sur le manche comme un soudard. « Mets les gaz, putain! Mets les gaz !» L'avion fait un boucan d'enfer. Il ne passera pas! Il est trop lourd! Le cul de plomb! L'aile droite de l'avion est la première à heurter la montagne, dans un fracas indescriptible. Et ensuite, c'est la queue qui heurte un rocher et qui se détache. Elle emporte avec elle les passagers des sièges arrière, happés dans le vide, avalés par la montagne. Et l'avant de l'appareil, lui,
s'abat sur la neige. Et il se met à dévaler la pente, comme une luge devenue folle. Nando Parado écrit. Ma mère et ma sœur se sont retournées vers moi. Un air glacial m'a balayé le visage. Les nuages s'engouffraient dans la travée centrale. Je n'ai pas eu le temps de comprendre, de prier ou de ressentir de la peur. J'ai été arraché à mon siège par une force incroyable et projeté vers l'avant, dans l'obscurité et le silence absolu. La partie avant de l'avion glisse dans la neige pendant 1,5 km et elle s'arrête, le nez en l'air. Il est 15h32 et c'est le début de l'une des plus grandes aventures humaines de tous les temps. Tour de contrôle de Santiago pour vol 571, j'écoute. Je répète, tour de contrôle de Santiago pour le vol 571. Vol 571, vol 571, répondez. Répondez. Personne ne répond. Et pourtant, dans la carlingue, il y a des survivants. Certains ont détaché leur ceinture. Ils sont là, debout, hagards. Ils tournent la tête. Il manque tout l'arrière de l'avion et tous les passagers qui étaient assis au fond. Et autour d'eux, il y en a qui gênent, il y en a qui hurlent, et il y en a d'autres qui ne bougent pas, puisqu'ils sont morts. Les survivants se comptent. Ils sont 33. 33 sur 45 passagers et membres d'équipage. C'est un miracle. Dans le poste de pilotage, le pilote est mort sur le coup et le copilote est gravement blessé. Il est incarcéré dans la cabine, il souffre tellement qu'il demande qu'on lui apporte un revolver pour en finir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis, vient ce moment où les survivants qui peuvent marcher sortent de l'avion. Pas besoin de passer la porte, tout l'arrière donne sur la neige directement. Où sont-ils? En Argentine? Au Chili? Ils n'en ont pas la moindre idée. À quelle altitude? Ils ne le savent pas non plus, très haut sans doute. On voit les glaciers tout près. 4000? 5000 mètres? 3000? En tout cas, il fait un froid de queue. La cabine de l'avion est le seul refuge possible. Mais il faudrait fermer le trou. Je pense que le mieux, ça serait de monter un mur de neige. Mais avant ça, il faut sortir les morts. Dans la cabine, il y en a 3. Tous les autres ont été emportés avec la queue. Les survivants les détachent de leur siège et ils vont les poser dehors, dans la neige. Et parmi ces corps encore tièdes, se trouve Reina, la maman de Nando Parado. Et Nando, il est dans un sale état. Il ne bouge pas, il est inconscient, probablement dans le coma. Et sa sœur Susana est grièvement blessée, elle aussi. Les survivants passent leur première nuit blottis les uns contre les autres, parmi les blessés qui râlent et qui geignent. Quand le soleil se lève le lendemain matin, tout le monde a faim, bien sûr. Et un constat s'impose. Il n'y a aucune réserve de nourriture dans la carlingue de cet avion. Si, il y a quelques chocolats et quelques bouteilles d'alcool, mais ça n'ira pas bien loin. Carlito, l'un des jeunes rugbymen, est élu à l'unanimité chef du stock de nourriture et de boissons. À partir de maintenant, c'est lui qui rationne et qui distribue. Un peu plus tard dans la matinée, regardez un avion. Ils lui font de grands signes, bien sûr, mais l'avion ne les a pas vus. Dans l'après-midi, les survivants ne sont plus que 28. 5 blessés viennent de mourir
dont le pauvre Nando Parado. Comme les autres, on le sort de l'avion et on va le poser dans le froid, à côté des autres cadavres. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, que je serais bien en peine de vous expliquer. Nando, que tout le monde croyait mort, se réveille. Il a ressuscité. C'est un miracle. Juste terni par ce moment où il faut bien lui dire que sa maman est morte et que sa sœur Susanna est grièvement blessée. Susanna qu'il va veiller pendant 2 jours et qui finalement meurt dans ses bras et qu'il va déposer avec les autres sur le tas de corps dans la neige, leur cercueil de glace. Ce matin, ça fait 10 jours qu'ils sont là. Depuis le début, ils peuvent écouter la radio. Pas appeler, mais écouter. Après 10 jours de recherche qui n'ont rien donné, les autorités argentines et chiliennes ont pris la décision aujourd'hui de cesser les opérations. Ça leur fiche un gros coup au moral. D'autant que maintenant, il faut être lucide. Ils n'ont rien à manger. Les mecs, on est foutus. On a encore un chocolat chacun, et après plus rien. On fait comment maintenant? Depuis 2 jours, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de manger le cuir des valises, mais le cuir est traité, c'est immangeable. D'autres ont essayé de manger la mousse des sièges, mais ils ont toujours aussi faim. On de la raconte, la suite de votre récit. C'est à ce moment-là que Nando Parado se penche vers Carlito. Je vais manger le pilote. J'ai décidé de manger le pilote. C'est ça ou mourir de faim. Carlito va voir les autres. Nando est devenu complètement fou. Il veut manger le pilote. Il n'est pas fou. Nous aussi, on a eu la même idée. On n'a pas le choix, Carlito. On n'a pas le choix. Carlito s'aperçoit qu'ils sont 4 ou 5 à avoir eu la même idée que Nando Parado. Manger les cadavres. Alors, avec pour couteau les débris des hublots et avec une hache retrouvée dans l'avion, les voilà qui se mettent à découper un cadavre, celui du pilote qui les a mis dans cette galère. C'est toujours plus facile que de manger un ami. Quand ils sont revenus, ils avaient des petits morceaux de chair dans les mains. Gustavo m'en a tendu un. Je l'ai pris. La chair était d'un blanc grisâtre, dure comme un morceau de bois, et très froide. Je me suis forcé à penser que ça n'était plus une partie d'un être humain, que l'âme de cette personne avait quitté son corps. Pourtant, il m'a fallu du temps pour amener la viande jusqu'à ma bouche. J'évitais le regard des autres, mais je les voyais du coin de l'œil. Ils essayaient de rassembler leur courage pour la manger, d'autres mâchaient d'un air forcé, et j'ai fini par trouver le courage de mettre la viande dans ma bouche. Elle n'avait aucun goût. J'ai mâché 1 ou 2 fois avant de me forcer à avaler. Je ne ressentais ni honte, ni culpabilité. Je faisais simplement ce qui s'imposait pour survivre. Je comprenais l'ampleur du tabou que nous venions de briser. Mais la seule émotion forte que j'ai éprouvée à ce moment-là, c'était du ressentiment contre le destin qui nous avait contraints de choisir entre cette horreur-ci et l'horreur d'une mort certaine. « 10 jours après l'accident, les survivants ont brisé le tabou ultime de l'humanité. Ils ont mangé de la chair humaine. Et ils ne l'ont pas fait par cruauté ni par barbarie. Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et quand le corps du pilote sera réduit à l'état de squelette, eh bien ils feront pareil avec les autres. « 18 jours. Ça fait 18 jours qu'ils sont là, prisonniers de la montagne. Et ça fait 4 jours qu'il neige à gros flocons, en continu. Sortir de la cabine est devenu impossible. Et soudain, en pleine nuit,
Ils sont réveillés par un bruit gigantesque, comme un énorme craquement qui vient de la montagne. Une avalanche qui est en train de fondre sur eux. Ils ont à peine le temps de réaliser, la cabine reçoit une secousse phénoménale qui projette la carlingue à plusieurs dizaines de mètres et qui vient la recouvrir entièrement. Ils sont maintenant prisonniers sous la neige. Quelque chose de mouillé et de glacé se pressait contre mon visage et un poids écrasant m'était tombé dessus qui avait vidé ma poitrine de tout l'oxygène. Voilà. Je suis mort, me suis-je dit. Maintenant, je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. En pénétrant dans la cabine, la neige a fait 8 morts de plus. Maintenant, ils ne sont plus que 18. Et bientôt, ils n'auront plus d'air. La bulle d'air sous la neige ne durera pas une éternité. Et c'est là que Nando a une idée. Il repère une tige métallique, il se met à creuser une sorte de cheminée jusqu'à l'air libre. Et ça marche. Et au bout de 3 jours en autarcie, Nando parvient à creuser un tunnel. Et il sort, à l'air libre. Dehors, c'est toujours l'enfer. Il souffle un vent glacial et il neige en continu. Et puis, le temps se calme. La neige fond un peu. Et le fuselage de l'avion apparaît à nouveau dans la poudreuse. Sauf qu'avec la neige qui fond, l'avion se met à bouger. Pourvu qu'il ne tombe pas dans la crevasse qui est en dessous. Ça fait 3 semaines maintenant qu'ils sont là. Bon, moi je propose qu'on aille maintenant chercher la queue de l'avion. Dedans, il y a peut-être des batteries. Avec, on pourra peut-être faire fonctionner la radio du cockpit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à ce moment-là que Nando Parado devient le vrai chef de la troupe. Il pense que la queue de l'appareil est à 2 km, juste au-dessus. Alors il répartit le travail. Bon, toi et toi, vous vous débrouillez pour fabriquer des outils, d'accord? Il nous faudrait quelque chose qui ressemble à un tournevis et aussi quelque chose qui ressemble à une pince. D'autres fabriquent des raquettes pour marcher dans la neige avec les coussins en mousse des sièges. Et Nando prend la tête de cette première expédition loin de l'avion. Et assez vite, il tombe sur la queue de l'avion. Pour une fois, ils ont eu de la chance. Et dedans, ils trouvent un appareil photo, une boîte de chocolat et surtout des batteries 24 volts. Roy, l'un des survivants qui s'y connaît un peu en électronique, se met en tête de connecter la radio du cockpit aux batteries. On entend des grésillements, ça soulève beaucoup d'espoir, et puis plus rien. Ça n'a pas marché. Avec l'appareil photo, Nando se met à prendre des clichés de la vie quotidienne autour de l'épave. Dans sa tête, ça n'est pas pour avoir des souvenirs, hein. Dans sa tête, ils vont tous mourir. Il veut juste laisser la preuve que des hommes ont survécu ici. Et je vous invite à aller voir ces photos sur Internet, elles sont irréelles. On voudrait voir la terreur sur leur visage. On ne la voit pas. Ils sont souriants. Nouma vient de mourir. C'était le plus jeune de l'équipe, il était très faible, très maigre. Et Raphaël est mort aussi. Depuis l'accident, il se battait avec une mauvaise blessure. Il est mort de gangrène. Et vous savez ce qu'ils ont dit tous les deux, avant de mourir? Je vous donne l'autorisation de me manger. Nous sommes le 11 décembre. Demain, ça fera 2 mois qu'ils sont là. Et ils ne sont plus que 16. Et Nando a une idée, un projet. Il veut aller chercher du secours à pied, à travers la montagne. Et il veut convaincre Roberto de partir avec lui. Enfin, Nando, comment tu peux avoir une idée pareille? Enfin, c'est infaisable. On va mourir. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre, hein? De toute façon, on va tous mourir ici. Mais les secours vont arriver. Roberto, ça ne sont pas des secours qui nous cherchent. Ce sont des croque-morts. Ils vont mettre des mois à nous retrouver.
Ils pensent qu'on est tous morts. Ce qui motive Nando, à ce moment-là, c'est que dans le garde-manger, on en sera bientôt arrivé à manger sa mère et sa sœur. Il veut partir plutôt que d'affronter ça. Partir. Mais partir par où? De quel côté? Par l'Est, vers l'Argentine ou par l'Ouest, vers le Chili? De quel côté est-ce qu'on est le plus près de la civilisation? Nando a une certitude. Moi je pense que le Chili est beaucoup plus proche. On va partir à l'Ouest, même si à l'Ouest il y a une grosse montagne qu'il faudra gravir. Je vous le glisse comme ça. Mais Nando n'a pas fait le bon choix. Car à l'Est, à 27 km seulement, il y a un hôtel dans la montagne. Mais bon, il fallait bien choisir. Ils ont choisi de partir dans l'autre sens. C'est décidé. C'est aujourd'hui qu'ils partent. La météo est bonne, le soleil brille, c'est maintenant ou jamais. Ils partent à 3. Nando Parrado, son copain Roberto Canessa et Antonio Visintin, que toute la bande appelle Tintin. Ils se sont fabriqués un seul grand sac de couchage pour 3. Ils ont enfilé plusieurs couches de vêtements, ils ont pris de l'eau et de l'alcool, et bien sûr un peu de nourriture. Pas besoin de vous faire un dessin, il n'y a rien d'autre. Le départ est déchirant. Ils se serrent longuement dans les bras, ils se promettent de se revoir vivants, et Nando fait une dernière déclaration à ceux qui restent. Mes amis, nous partons. Mais je suis sûr que nous nous reverrons bientôt, vous savez. Naturellement, si nécessaire, je vous autorise à manger ma mère et ma sœur. Et dans l'immédiat, il faut grimper, escalader un col. Ils ne le savent pas, mais ce col est à 4400 mètres d'altitude. Et donc l'air se raréfie. Ils s'essoufflent. Ils ont la tête qui tourne. Ils doivent s'arrêter souvent. Le soir, ils dorment dans une brèche, blottis à 3, dans leur grand sac de couchage. Et ils font tourner la bouteille de gnôle pour se donner du courage. En montagne, c'est toujours pareil. On croit être arrivé au sommet, et puis il y a toujours un sommet plus haut, derrière. Antonio Visintin est épuisé. J'arrête, je suis au bout. Je vais faire demi-tour. Désolé les gars, continuez sans moi. Nando et Roberto continuent donc tout seuls. Je suis incapable de dire comment on a fait pour continuer. Je frissonnais de froid et de fatigue, sans pouvoir m'arrêter. Mon corps était au bord de l'anéantissement. Et puis au-dessus de moi, j'ai vu la silhouette d'une arête clairement découpée dans le ciel bleu. Il n'y avait plus de montagne derrière. Le sommet. Mais quand je me suis hissé sur le bord de cette arête, j'ai aperçu la montagne qui s'élevait à nouveau. C'était encore un piège de la montagne. C'était un faux sommet. Ça n'est pas le courage qui les fait avancer. C'est la peur. La peur de mourir, ici et maintenant, dans ce désert glacé. Ils marchent comme ça pendant 10 jours, jusqu'à atteindre la limite de la neige. La terre, la terre, la terre, mais personne alentour. Avec une conséquence sordide, il fait plus chaud, et donc la viande congelée qu'ils transportent se met à pourrir instantanément, au point que Roberto attrape la dysenterie. Mais qu'importe, il marche encore. Regarde là, j'ai l'impression qu'il y a des détritus. Jamais des poubelles n'ont annoncé une si bonne nouvelle, même s'ils n'y croient pas.
Si ça se trouve, ils ont été jetés d'un avion. Arrête, Nando. Dans les avions, les hublots s'ouvrent pas. Et puis d'un coup, la végétation devient plus dense et ils aperçoivent une vache. Nous avions tous les deux très faim. Et pendant un moment, nous avons envisagé de tuer la bête. Mais Roberto m'a fait remarquer que cela n'encouragerait certainement pas le propriétaire à nous venir en aide. Au 70e jour, il s'endorme au bord d'une rivière. Et quand il se réveille, sur la rive en face, il y a un homme à cheval, un homme. Ils sont sauvés. Mais le courant de la rivière est trop fort. Impossible de le traverser. Le cavalier leur envoie alors du papier et un crayon attaché à une pierre. Nando écrit « Je viens d'un avion qui est tombé dans la montagne. Nous avons marché 10 jours. Dans l'avion, il y a 14 personnes en mauvaise santé. Il faut les évacuer au plus vite. Nous n'avons rien à manger, nous sommes faibles. Je vous en prie, nous ne pouvons plus marcher. » Et il renvoie le bout de papier attaché à la pierre de l'autre côté de la rivière. Et il voit l'homme monter sur son cheval et disparaître au galop. Ils sont sauvés, mais il faut attendre encore. Et l'attente dure 10 heures, jusqu'à ce que Nando et Roberto voient arriver au loin des cavaliers de la garde montée chilienne. Et derrière, des journalistes, une horde de journalistes. Car figurez-vous qu'à ce moment-là, la nouvelle a déjà été annoncée à la radio. Et d'ailleurs, dans l'avion là-haut, les survivants sont déjà au courant. Les journalistes, bien sûr, les assomment de questions. Por favor, ¿cuántos son arriba? ¿Me puede decir que han comido durante estos meses? Ils veulent savoir combien il y a de survivants, ce qu'ils ont mangé. Nando et Roberto, évidemment, n'ont pas prévu de répondre si vite à cette question. Eso no lo podemos decir. Ça, on ne peut pas le dire. L'urgence maintenant, c'est d'aller chercher les autres. Alors on leur tend une carte, Nando indique le lieu du crash, et c'est en hélicoptère que Nando remonte vers les sommets. Mes craintes se sont évanouies au moment où j'ai vu de minuscules silhouettes sortir du fuselage. J'ai reconnu Gustavo à sa casquette de pilote, et Daniel, et Pedro, et Fito, et Javier. D'autres couraient en gesticulant. J'ai essayé de les compter, mais les soubresauts de l'hélicoptère rendaient la tâche impossible. Les retrouvailles sont bouleversantes. Ils ont survécu, et c'est incroyable. Et le récit de cette expérience humaine unique fait immédiatement le tour du monde. Entaché par un mot sur lequel il va falloir qu'il s'explique, et s'explique encore. Le mot cannibalisme. Car finalement, les autres, ceux d'en bas, ceux de la vallée, ne vont retenir que ça. Ils ont mangé de la chair humaine. Au point qu'il faudra que le pape Paul VI vienne dire « Ils n'ont pas commis de péché ». Dans les Andes, nous vivions un battement de cœur après l'autre. Chaque seconde de vie était un miracle. Je me suis efforcé de vivre ainsi depuis, et je vous engage à faire de même. Comme nous disions dans les montagnes, respire, respire encore. À chaque fois que tu respires, tu es vivant. C'est encore le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ne gâchez pas la moindre respiration. J'ai tiré ce récit du livre de Nando Parrado, Miracle dans les Andes, au livre de poche. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Quelle incroyable histoire!
que j'ai choisi de débriefer avec un anthropologue, professeur honoraire à l'université de Lausanne en Suisse, Monder Kilani. Vous avez écrit Au seuil du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale. D'abord, professeur, quelle place tient cette histoire dans la grande histoire du cannibalisme dans le monde? En fait, comme vous venez de la raconter, une grande place, parce que ça a frappé l'imaginaire jusqu'à ce que le pape intervienne, comme vous venez de le dire, pour absoudre les survivants. En fait, c'est un cas extraordinaire de cannibalisme de survie ou de cannibalisme de catastrophe. À vrai dire, on a déjà eu des cas comme cela, notamment dans la conquête de l'Ouest. Il y a eu plusieurs cas qui ont été dans un premier temps cachés, mais qui après ont été dévoilés parce que le secret était trop fort. Donc des personnes qui se sont trouvées, quand elles devaient, donc des pionniers de l'Ouest, qui devaient traverser les Rocheuses et qui étaient prises, ne connaissant pas le terrain, qui se perdaient, qui étaient prises dans des tempêtes de neige. Et il y a eu donc plusieurs cas. Et si je ne me trompe pas, le président Reagan lui-même, un de ses ancêtres, aurait été parmi ceux qui avaient pratiqué le cannibalisme sur d'autres pionniers. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a ravivé un imaginaire qui était très présent déjà dans notre culture, à savoir le cannibalisme de catastrophe ou de survie. Il y a d'autres histoires similaires dans le monde, en dehors de celle-là et donc de celle des pionniers américains? Oui, bien sûr. C'est des cas que les anthropologues ont classés sous la rubrique de cannibalisme de catastrophe, c'est-à-dire d'un cannibalisme obligé, et non pas d'un cannibalisme rituel. Il faut distinguer les deux, absolument. Ah oui. Enfin, je distingue, ou on distingue, mais en même temps, en vous écoutant, et parce que j'ai travaillé sur ce cas, finalement, la distinction n'est pas tout à fait étanche, parce que ce cannibalisme de catastrophe ou ce cannibalisme de survie, comme ce fut le cas pour les joueurs de rugby uruguayens tombés dans les Andes, en fait, ils ne sont passés à l'acte qu'à partir du moment où ils ont ritualisé. Qu'est-ce que vous appelez ritualiser? Ritualiser, c'est-à-dire en fait que le passage à l'acte ne s'est pas fait de façon sauvage ou barbare. D'ailleurs, à un certain moment, vous avez dit, ils ont pratiqué le cannibalisme, mais pas le cannibalisme barbare et sauvage. Et effectivement, pour pouvoir passer à l'acte, il faut une symbolisation, c'est-à-dire il faut une autorisation spirituelle, une autorisation légale. Et dans le cas particulier, il fallait décider. Évidemment, ils étaient en face de la mort. Enfin, oui. D'abord, il y a eu les proches qui sont morts dans l'accident, mais eux-mêmes, les survivants, étaient face à la mort, c'est-à-dire face à l'absence de nourriture et donc avec l'horizon de mourir d'inanition à leur tour. Donc, il y avait une situation de nécessité. Mais ce qui m'a frappé dans ce cas, c'est que il y a eu une réflexion ou une discussion entre les survivants pour s'autoriser finalement à passer à l'acte et à transgresser ce tabou. Et d'ailleurs, ils disent, nous avons réfléchi à l'idée que sans doute les âmes étaient parties. Exactement. Ben voilà. Donc c'est déjà une élaboration symbolique. Quand on dit l'âme a quitté son corps, donc je cite un de survivants, donc je peux le manger. Déjà, ça nous rappelle l'abattage rituel. L'abattage rituel, déjà dans le christianisme, l'abattage rituel a été supprimé dans le christianisme, mais il est resté dans le judaïsme et dans l'islam. Donc l'abattage rituel, c'est quoi d'autre? C'est qu'on ne mange une viande que si l'âme est partie. D'où la nécessité, finalement, de faire couler le sang. Donc on trouve ce besoin de symbolisation pour dire que, finalement, un animal ou un humain est habité par une âme, donc on ne va pas le manger alors que l'âme est encore là. Donc vous voyez, il y a déjà une élaboration. Jusqu'à quel point, professeur, le cannibalisme est un interdit absolu chez les êtres humains? Est-ce que c'est un interdit aussi absolu, finalement, que l'inceste? Écoutez, c'est pas un interdit absolu comme l'inceste, dans la mesure où l'inceste est universel et qu'on le retrouve dans toutes les sociétés. Par contre, le cannibalisme est pratiqué dans certaines sociétés. Il n'est pas général,
mais il est pratiqué dans un certain nombre de sociétés plutôt minoritaires. Mais on pourrait dire en fait que le cannibalisme est universel dans la mesure où même les sociétés qui pratiquent le cannibalisme ne considèrent pas le cannibalisme qu'ils pratiquent comme un cannibalisme sauvage ou barbare ou qui consiste juste à manger l'autre. C'est pas de la mendication de l'humain par l'humain. Alors, leur cannibalisme, ce que nous appelons cannibalisme, souvent dans ces sociétés qui pratiquent la mendication, le pratiquent à travers des rituels religieux, à travers des rituels symboliques. Par exemple, quand il s'agit de déterrer les morts, une fois que la chair s'est putréfiée, et on les déterre pour faire une deuxième cérémonie, alors cette fois de rupture et puis de départ final, où on va piler les os et on va les cuisiner en quelque sorte. On va les mélanger avec des tubercules ou des bananes. Et c'est au fond une technique pour se séparer des morts. À la limite, donc, c'est un cannibalisme qu'on appelle mortuaire et qui relève donc plutôt d'un rituel mortuaire. Vous dites aussi dans votre livre que, d'une certaine manière, le cannibalisme est une invention de la colonisation. Vous pouvez nous expliquer ça ? C'est-à-dire, bon, c'est un peu difficile de résumer, mais en fait, bon, très vite. Le cannibalisme, déjà, le terme cannibale est un terme qui a été inventé par Colomb lors de son premier voyage. Christophe Colomb, bien sûr, qui a utilisé ce terme, qui est une altération de caribal, qu'il a transformé en cannibale, parce que quand il a débarqué il n'était pas conscient en fait d'avoir découvert un nouveau continent, mais il était persuadé d'avoir atteint l'extrême Asie en contournant, puisque Christophe Colomb partait de l'idée que la Terre était ronde. Et donc, il pensait retrouver Gog et Magog, les 10 tribus d'Israël, les anthropophages. Et donc, il posait la question aux insulaires qu'il a vus, où sont les anthropophages? Et puis les insulaires, pour lui faire plaisir ou pour différentes raisons, lui ont dit, les Caribes viennent, nous font la guerre et prennent des gens de chez nous et ils les mangent. Donc, dans son journal, en fait, il a utilisé le terme caribe, déformé en cannibale. Et donc, on a hérité finalement de ce terme pour désigner des pratiques dont on ne sait pas très bien si elles avaient lieu ou pas, mais ça a relevé en fait d'une sorte de rumeur ou d'un imaginaire propre à Christophe Colomb et à la société, à savoir qu'il y a des sociétés anthropophages qu'on allait découvrir au fin fond du monde. Donc c'est un malentendu, en quelque sorte. Le cannibalisme est un terme moderne qui résulte d'un malentendu et qui résulte surtout d'une accusation, parce que finalement l'autre, qui est très différent de moi, doit être obligatoirement cannibale, anthropophage. Puisqu'il est sauvage et que je suis civilisé. Voilà, puisqu'il est sauvage, donc on associe la sauvagerie à la monstruosité, donc au cannibalisme, parce que c'est effectivement la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'on me mange ou que moi je deviens quelqu'un, ou que moi je me transforme en une personne qui va manger les autres. Alors il y a un épisode qui m'a bien intéressé, professeur, dans ce récit, c'est ce moment où au fond ils doivent choisir qui ils vont manger en premier. Et c'est très intéressant parce qu'ils disent, on va manger le pilote qui est responsable de notre malheur. Comme s'il fallait au fond que ce soit un salaud pour qu'on le mange. D'accord, oui, pourquoi pas. Mais en même temps, en écoutant là la citation tout à l'heure de Nando qui dit justement qu'il a eu l'idée et qu'il l'a proposé et puis il s'est aperçu que d'autres aussi ont eu la même idée, c'est quand même intéressant d'avoir pensé au pilote, bien sûr peut-être parce qu'ils le prennent pour un responsable, mais en même temps Nando a dit c'est plus facile que de manger un ami. Donc là, vous m'avez posé la question tout à l'heure par rapport à la prohibition de l'inceste. Dans le cannibalisme, il y a aussi des interdits. On ne mange pas le trop proche. On va manger quelqu'un qui est relativement éloigné. Donc, Nando, à un certain moment aussi, s'il a voulu partir pour chercher du secours, c'est parce qu'il avait peur, justement, il disait... De manger sa mère et sa sœur. Oui, j'arriverai bientôt à manger ma mère et ma sœur. Donc, en fait, c'est pour éviter l'inceste dans le cannibalisme, à savoir de manger la chair du proche, qu'il a finalement fui un peu la scène, quoi. En fait, c'est une façon pour dire, moi, si je reste, je vais être obligé de manger. Et si je mange, c'est la pire des choses que de manger le très très proche.
Donc, dans le cannibalisme, il y a des règles. On ne mange pas certaines personnes qui sont trop proches, il faut qu'il y ait une certaine distance, et on ne mange pas non plus n'importe quelle partie. Moi, ce qui m'a intéressé aussi dans ce cas, c'est qu'il y a une sorte de cuisine. Ils ont inventé une sorte de cuisine. À savoir qu'il y a certains organes qu'ils vont manger et d'autres pas. Ils mangent pas les entrailles, par exemple. Voilà. Oui, enfin une partie quand même, parce que c'est des Uruguayens et puis ils aiment bien les entrailles, à la différence, par exemple, des Américains du Nord. Et ils ont mangé, en fait, le foie, mais pas les poumons, parce que les poumons, ça faisait penser beaucoup plus justement à la personne vivante. Donc il y a une sorte d'hiérarchisation des organes en fonction de la symbolique que les Uruguayens associent aux organes du bœuf qu'ils mangent dans une sorte... Et ils mangent le cœur ? Écoutez, alors certains, justement, alors là, on n'a pas mangé le cœur, si je ne me trompe pas, parce que justement ça rappelle trop la personne vivante, et c'est parce que c'est le foyer quand même de l'amour, du courage, donc c'est quelque chose de trop fort pour manger, alors que le foie, semble-t-il, a passé mieux. Donc là aussi, voilà une élaboration culinaire, qui fait que même dans la nécessité, on a besoin d'une symbolisation, d'une ritualisation pour pouvoir passer à l'acte. Oui. Professeur Kilani, j'ai bien conscience de vous avoir demandé de vulgariser en quelques minutes la somme d'années de travail et de recherche. Merci en tout cas de nous avoir éclairé de votre science. Je rappelle le titre de votre livre, Du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale, aux éditions du Seuil, et il est disponible. Vous trouverez le livre de Nando Parrado, Miracle dans les Andes, au livre de poche. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.